L'Institut supérieur pédagogique ISP a été victime d'une attaque des hommes armés en uniforme militaire. D'après les témoignages, l'attaque a eu lieu vers 1h du matin. Les hommes armés se sont précipités vers le campus et ont ouvert le feu quand le chef des gardiens s'est opposé à leur entrée. Ce dernier a reçu une balle sur l'épaule. Les étudiants ont manifesté leur ras-le-bol en refusant d'entrer au cours. Ils sont allés déposer leur plainte auprès du ministre de l'Intérieur. Ce matin, les autorités de l'ISP Gombe appellent donc un renforcement de sécurité dans cet institut car en un mois, l'ISP Gombe a connu 4 attaques. Suivez le secrétaire général académique de cette institution au micro de Léontine Kazamwali et Yannick Bilamou. Vers 1h du matin, des éléments en uniforme et armés sont entrés ici à l'ISP. Ils ont cherché à maîtriser la garde universitaire qui a passé la nuit ici. Et la garde, en cherchant à se sauver, un d'entre eux, donc le chef d'équipe, a été grièvement blessé. Les autorités ont suivi et ils ont envoyé plusieurs délégations. Nous avons reçu plusieurs délégations de la commune. Le bourgmestre était là, de l'hôtel de ville. Nous avons l'ANER qui est là. Nous avons le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a demandé de recevoir une délégation. Il y a une délégation qui est partie. Le ministre de l'Intérieur a promis qu'il va prendre en charge la victime qui est là aux urgences. Et il a promis également de nous donner des numéros pour que à l'avenir on puisse le saisir au cas où il y a des incursions encore ici à l'ISP Gombe. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Nous allons parler du VIH-Sida, combler l'écart pour permettre aux personnes vivant avec le VIH-Sida d'accéder aux services VIH. Tel est le thème de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre. En RDC, le gouvernement appelle à plus d'engagement et à plus de ressources locales pour renforcer la riposte au VIH-Sida. À l'occasion, le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, a lancé les activités de la lutte contre ce virus. C'était au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida en présence de Léontine Kazamwali et Chims Kapangala. C'est en présence de plusieurs personnalités politiques congolaises, des représentants des agences du système des Nations Unies, des représentants des ONG et de la société civile que le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi a lancé la série d'activités marquant la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida 2014. L'objectif fixé cette année par l'OMS est d'aider les pays à combler les importants services pour prévenir et traiter le VIH. Le numéro 1 de la santé au Congo a rappelé que la lutte contre le sida est une affaire de tous et la RDC a mis en place 3 approches en vue de lutter contre ce virus. Je voudrais, à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, m'attarder sur les 2 premières approches, la communautaire et la médicale. Que tous les membres, toutes les composantes de la communauté soient mobilisées et puissent s'approprier la lutte contre le VIH-Sida. Il est important que nous puissions repenser notre façon de sensibiliser. Nous devons aller de plus en plus auprès des communautés et sensibiliser les communautés pour que celles-ci se prennent en charge. La deuxième approche, c'est l'approche médicale. Et nous pensons justement que si nous faisons de cette approche une réalité, 0 décès lié au VIH serait une réalité dans notre pays. Et sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et Premier vice-président du CNMLS, je déclare donc lancer les activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2014 en République démocratique du Congo. Le directeur pays de l'ONU-SIDA a loué l'évolution de la RDC en matière de prévention et de traitement du VIH. Il a appelé à la solidarité mondiale pour pouvoir mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. Dr Liévin Kapinde du PNMLS, lui, a salué l'implication du gouvernement pour éradiquer ces virus. Quant à la situation dans le pays, le taux de prévalence est à 1,2. C'est ça la situation du moment. L'épidémie est
plus ou moins stable depuis qu'elle est dans le pays. Et effectivement, il y a des écarts qui ont été constatés par rapport à la lutte. Et pour y arriver, je pense que vous avez suivi depuis le mois de juin dernier, le chef de l'État avait présidé lui-même le Conseil national multisectoriel avec les partenaires. Et parmi les recommandations les plus importantes, il y avait la mobilisation des ressources locales. Donc les mécanismes actuellement sont en cours, dirigés par le chef de gouvernement, pour qu'il y ait une mobilisation de ressources durables, n'est-ce pas, pour essayer de pérenniser la lutte. Le dépistage volontaire est un moyen efficace pour lutter contre le VIH-Sida, surtout chez les jeunes. Ce message de l'ONG Parlons Sida aux communautés, en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, a été lancé lundi lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Filemolongo-Nyalonga. Cette journée de sensibilisation contre le VIH était organisée par l'ONG Parlons Sida aux communautés en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, l'handicap international et autres. Les élèves, les professionnels des sexes et autres ont été exhortés sur la nécessité de se faire dépister volontairement. J'invite la population congolaise à se faire dépister car c'est très important. Au lieu de rester ignorant, vous devez connaître votre état sérologique, car si vous connaissez votre état avant, eh bien, il y a lieu, n'est-ce pas, de vivre longtemps si vous êtes séropositif. Avec les antirétroviraux actuellement, eh bien, il y a lieu de vivre pendant longtemps. Les témoignages, les chants et danses, ainsi que d'autres activités de divertissement ont été au rendez-vous pour sensibiliser l'assistance. Pour rappel, cette année, la Journée mondiale de lutte contre le sida était célébrée sous les thèmes Objectif 0 nouvelle infection à VIH, 0 discrimination, 0 décès par le VIH et 0 transmission des mamans aux bébés. Vous suivrez à la deuxième partie de ce 12-13 l'intégralité de l'entretien qu'a eu hier Patrick Pezozanetti sur son plateau avec le directeur régional adjoint Afrique de l'Ouest et centre de l'ONU SIDA. Autre titre de l'actualité, la stabilité du cadre macroéconomique et l'évolution de la croissance sur le plan international ont été traités au cours de la réunion de la Troïka le lundi à la primature. À la même occasion, le Premier ministre a instruit le ministre de l'économie de s'assurer que les stocks sont disponibles dans les magasins de manière qu'il n'y ait pas de perturbation des prix au moment des festivités. Vicky Moukeba nous en parle. Autour du Premier ministre Matata Ponyo, les membres de la Troïka ont noté avec satisfaction la stabilité du cadre macroéconomique. Sur le marché des changes, le taux est stable autour de 925 francs congolais et le cours indicatif est de 931 francs congolais au parallèle. Les réserves internationales sont en légère augmentation au cours de la dernière semaine. La situation de finances publiques reste globalement marquée par un déficit, mais c'est une situation très provisoire parce que nous attendons le nivellement au compte général du Trésor du deuxième acompte sur l'IBP. Normalement, on devrait terminer le mois en équilibre et des instructions ont été données pour que nous puissions accélérer les paiements de l'État, notamment en ce qui concerne les investissements. L'évolution de la croissance sur le plan international était aussi au centre de cette réunion. Les membres de la Troïka ont noté que cette évolution a des incidences sur l'économie nationale. Une évolution de la croissance assez atone. Et il n'est pas attendu qu'avant 2016, nous ayons un taux de croissance de plus de 3,9%. On est à 3,3% pour l'année 2014. Et cette évolution a une incidence évidemment sur nos économies, notamment en termes d'impact sur les cours des matières premières. Vous avez suivi sans doute que l'évolution du cours du pétrole est extrêmement négative aujourd'hui pour certaines économies, notamment en Afrique, parce que sur le marché de New York, ce cours est tombé à moins de 70%, on est à moins de $70 par baril, on est à 66 exactement. Et donc cette évolution va continuer à affecter les économies africaines. À la même occasion, le Premier ministre Matata Ponyo a instruit le ministre de l'économie et commerce de s'assurer que les stocks sont disponibles dans les magasins de manière qu'il n'y ait pas de perturbation de prix au moment des festivités.
Au Parlement, le ministre intérimaire de l'enseignement supérieur universitaire et des recherches scientifiques, Makar Mwangou, a répondu à la question orale avec débat sur la gestion et la viabilité des institutions supérieures et universitaires en RDC. Le ministre a reconnu les problèmes que connaît le secteur des lessures, mais il a présenté aux sénateurs les réalisations et les projections pour les années à venir. Martin Kayimbi, Sylvain Bété. Le sénateur Kissimba Kimba, auteur de la question orale sur la gestion des institutions supérieures et universitaires adressée au ministre de l'ESURS, a tenu à comprendre comment et pourquoi la question de ce secteur pose des sérieux problèmes. C'est là dans le souci de voir le gouvernement de la République trouver des solutions aux maux qui rongent ce secteur. Monsieur le ministre, pourquoi certains établissements de l'enseignement supérieur et universitaire ne sont dirigés jusqu'à ce jour que par des intérimaires ou par des personnes non qualifiées? Est-ce par manque de personnes qualifiées ou par manque d'intérêt du gouvernement pour ce secteur? Qu'est-ce qui justifie, monsieur le ministre, le maintien de ce programme déjà annulé par la plus haute juridiction administrative du pays, et quelle est la valeur juridique des pièces délivrées sur base de ce programme? Makar Mwangou, ministre AI de l'ESURS, a donné des réponses sur les préoccupations du sénateur Kissimba Kimba. Il a aussi apprécié la démarche qui lui permettra de revoir la politique de l'enseignement supérieur universitaire. Après débat et questions posées par d'autres sénateurs, Makar Mwangou a demandé 48 heures pour répondre aux préoccupations soulignées par les sénateurs. Et à La Haye, la Cour pénale internationale a rejeté le lundi l'appel de Thomas Lubanga, ancien chef milicien de l'Ituri et fondateur de l'Union des patriotes congolais, condamné en 2012 à 14 ans de prison pour avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans entre 2002 et 2003. Donc Thomas Lubanga restera en prison jusqu'à ce qu'il aura purgé sa peine. Le 15e sommet de la francophonie s'est clôturé dimanche à Dakar au Sénégal. Le principal résultat de ce sommet a été la désignation d'un nouveau secrétaire général. C'est donc Michael Jean qui a été désigné par consensus, ancienne journaliste, animatrice, réalisatrice de la télévision publique canadienne et ancienne gouverneure générale du Canada. Michael Jean, âgé de 57 ans, prendra ses fonctions le 1er janvier 2015. Son portrait avec Bernadette Kamango. Né à Haïti, à Port-au-Prince, avant de rejoindre à l'âge de 11 ans le Canada pour fuir avec sa famille la dictature de Duvalier, Michael John a fait carrière dans l'audiovisuel. Elle a été journaliste, animatrice et réalisatrice à la télévision publique canadienne. Elle est mariée à un Français omniprésent également dans ce domaine d'activité. En 1999, Michael John adopte une petite fille née à Haïti. Durant cette carrière, Michael John va se retrouver sur le projecteur de médias canadiens, haïtiens, français et internationaux. Le 4 août 2005, le Premier ministre canadien Paul Martin va annoncer sa nomination au poste de gouverneur général du Canada, c'est-à-dire la représentante de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Elle est ainsi la 3e Canadienne à être nommée et la première femme noire après une émigrée d'origine asiatique. En 2010, elle rendra son tablier de gouverneur alors que 57% des Canadiens approuvaient le travail qu'elle avait accompli. Michael John sera envoyé spécial de l'UNESCO à Haïti après le tremblement de terre de 2010. Abdou Diouf en fera en 2011 son grand témoin de la francophonie pour les Jeux Olympiques d'été 2012 à Londres. En 2012 également, elle prendra les fonctions de chancelière de l'Université d'Ottawa, puis elle devient candidate au poste de secrétaire général de l'EIF. Aujourd'hui, elle succède au Sénégalais Abdou Diouf qui quitte l'EIF à l'âge de 78 ans après 12 ans de service. Michael John prendra ses fonctions le 1er janvier 2015. En rapport avec le dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar, les Artija et Suir sur son plateau de 19 ans, un expert en relations internationales qui a analysé les réactions de chefs d'État africains sur le discours du président français jugé de paternaliste. Suivez.
il ne faut pas oublier que l'organisation internationale est un cadre de coopération qui n'occulte pas le rapport de force entre les pays membres. Le Canada, dont est originaire Michael Jean, est le premier pays contributeur au sein de cette organisation internationale. Et cela a certainement aussi joué. Le Canada est un pays démocratique et cela a certainement joué lorsque l'on sait que François Hollande, saisissant la balle au bon avec l'affaire, n'est-ce pas, la révolution populaire au Burkina Faso, je pense que Macky Sall avait déjà donné le temps. Il faut une francophonie des peuples. Ça signifie qu'il faut sortir du cadre de clubs de chefs d'État et de gouvernement pour faire en sorte que cette organisation ait un peu plus de légitimité avec l'adhésion des peuples. Mais qu'est-ce que le peuple veut aujourd'hui? François Hollande, je pense qu'il est en train de jouer au quitte ou double en disant, écoutez, je préfère m'aligner derrière la voix de la société civile de ces pays francophones qui aspirent à l'alternance au pouvoir, espérant que si demain il y a effectivement alternance au pouvoir dans la grande majorité de ces pays, on aura une francophonie plus démocratique, plus solide et donc avec des peuples plus engagés à faire la promotion de la langue française. Mais si ça ne marchait pas, non pas seulement du fait de la volonté des peuples de ces pays, ce qui est peu probable, mais de toutes les autres puissances qui sont très engagées à réduire la marge d'influence de la France en Afrique, cela est possible. Il est possible qu'au Rwanda, les choses ne se passent pas comme Hollande le souhaite. Et donc, je pense que la francophonie risque de se fragiliser. Tout à fait. Autre chose, plusieurs cartons de poissons avariés viennent d'être saisis à Kasumbalesa dans le Katanga. Ces produits impropres à la consommation proviennent de la Zambie par la voie frauduleuse. Les détails avec notre correspondant Jean-Claude Mukinga. Près de 100 cartons de poissons impropres à la consommation ont été interceptés ce matin par les services vétérinaires de Kasumbalesa. Selon les docteurs de ces services, ces Thomsons avariés sont saisis à travers la voie frauduleuse à la frontière de la RDC avec la Zambie. Ces poissons viennent de la Zambie. Ils sont importés de là vers le Congo par les commerçants transfrontaliers du Katanga, explique la même personne. Pour Twite Ilunga, depuis l'exercice de ces commerces de poissons impropres à la consommation, près de 170 cartons avariés ont été incinérés par les services vétérinaires locaux. Les observateurs indiquent que les vendeurs de cette denrée alimentaire passent par la voie officielle sous l'œil impuissant de l'OCC. Précision démentie par le chef d'agence de l'Office congolais de contrôle de cette cité. Il affirme quant à lui, l'OCC n'a jamais contrôlé moins de 50 cartons de chanchards. Les professionnels de la santé parlent déjà des maladies de main sale qui sont visibles, notamment le choléra. Il confirme que ces poissons avariés sont vendus partout dans la province du Katanga. Difficile de lutter contre la propagation de ces maladies. Joint au téléphone, le chef de la cité de Kasumbalesa dit avoir mobilisé tous les services frontaliers locaux à refouler ces chanchards impropres à la consommation. Les sources des droits de l'homme Kasumbalesa sollicitent l'implication des autorités provinciales et nationales. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Chantal Malamba, c'est le nouveau secrétaire permanent de l'interfédéral PPRD et Bakongo. Elle a été nommée par Jacques Mbadoussitou, le numéro 1 de l'interfédéral du PPRD Bakongo, au cours d'une réunion de redynamisation du parti. Richard Chakokaningele nous en parle. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Fédération du Bas-Congo, a désormais un nouveau secrétaire permanent. Il s'agit de Madame Chantal Malamba, directrice de cabinet adjointe et porte-parole du gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadoussitou. Chers camarades, tous les grands partis qui gagnent aujourd'hui les élections vont commencer par des réunions de stratégie, par des petits moyens, par des gens engagés, par des gens qui regardent dans la même direction, par des gens qui ne regardent pas d'abord les intérêts, qui se disent « Ok, nous pouvons gagner, nous pouvons aller de l'avant ». C'est pour cela que moi, je vous exhorte au courage, à la persévérance, perspicacité, pour que demain, nous puissions dire « Victoire ! Victoire ! Victoire ! Victoire ! Victoire ! Victoire ! Victoire, victoire, victoire.
C'est au cours d'une réunion de redynamisation du parti au Bas-Congo présidée par l'inter-fédéral Jacques Mbadou-Sitou, regroupant les représentants de tous les territoires et les 2 villes de la province que Chantal Malamba a été portée à ce poste. Jacques Mbadou-Sitou a profité de cette occasion pour rappeler la vision du PPRD Bas-Congo. J'adhère au PPRD. Je soutiens Joseph Kabila. Je soutiens Joseph Kabila. J'adhère au PPRD. J'adhère au PPRD. Je soutiens Joseph Kabila. Un mot sur la religion. L'Église catholique de la RDC a commémoré le 1er décembre le 50e de la mort de la bienheureuse sœur Anarité Nengapeta. Cette année, plusieurs activités sont organisées en province orientale, dont un pèlerinage visant sa canonisation. Nous avons joint au téléphone notre envoyé spécial sur place, Suzy Kibira-Omari. 1er décembre 1964 au 1er décembre 2014, 50 ans déjà depuis que la bienheureuse Anouarité Marie-Clémentine Nengapeta a succombé parce qu'ayant placé sa foi et son espérance en Dieu. Voilà qui justifie la célébration ce lundi au diocèse d'Isiro-Niangara de ce culte d'action de grâce célébré par le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Dans son homélie, l'officiant du jour a martelé sur l'amour et la fidélité d'Anouarité qui doit servir d'exemple à tous les chrétiens pour pérenniser la paix acquise au Congo. Le vœu de l'Église est de voir la sœur Anouarité être élevée au rang des saints avec Isidore Bakanja pour honorer ce sang qu'ils ont versé en aumône au Christ. En séjour à Isiro, dans la province orientale, Marie-Olive Lembe Kabila a assisté à la pose de la première pierre de construction de la cathédrale Anouarité par le cardinal Mosengo. L'épouse du chef de l'État devra également visiter la Maison Bleue, où avait été assassinée la sœur Anouarité avant de s'incliner sur sa tombe à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est également prévu ce même lundi la visite de l'hôpital général et de l'Institut technique de ce coin de la République démocratique du Congo. De Isiro, Suzy Kibira-Omari pour la RTGA. Justement, la bienheureuse Anouarité Nengapeta, célébrée le 1er décembre dans l'église catholique, a une vie qui fait d'elle un modèle non seulement pour les personnes consacrées, mais aussi pour tous les peuples de Dieu en République démocratique du Congo. Richard Chakokaningeli. Née le 29 décembre 1939 au village Mandabone, territoire de Wamba, district de Owele en province orientale, la sœur Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta est issue de l'union conjugale entre Amissi Bachulou et Julienne Issoudé. Elle est devenue religieuse le 5 août 1959 sous le nom de sœur Marie Anouarité Nengapeta à la congrégation des sœurs de la Sainte Famille à Bafouabaka, malgré le refus de ses parents sur son projet de vie religieuse. Elle a trouvé la mort lors de la rébellion muléliste qui a ensanglanté et endeuillé la province orientale vers les années 64. La sœur Anouarité a refusé catégoriquement de violer son vœu de chasteté pour devenir la femme d'un chef rebelle. Le processus de sa béatification a été amorcé entre 1983 et 1984 avec la reconnaissance par la congrégation ordinaire des cardinaux que la mort de la sœur Anouarité avait été un vrai martyr conforme à la tradition de l'Église. Sa béatification par le pape Jean-Paul II a eu lieu à Kinshasa le 15 août 1985. Depuis cette date, la bienheureuse Anouarité est honorée dans l'Église catholique. Elle est devenue un modèle non seulement pour les personnes consacrées, mais aussi pour tout le peuple de Dieu en RDC, particulièrement les familles, les jeunes chrétiens et les adultes. Un modèle de fidélité aux engagements. Pour immortaliser son nom, les paroisses catholiques et des écoles portent les noms de la bienheureuse Anouarité. À l'occasion de ce jubilé d'or de sa mort, l'Église catholique adresse des prières à Dieu afin qu'elle soit élevée au rang des saints dans l'Église. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de l'actualité de ce 12-13, journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année en RDC. Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida a lancé une série d'activités pour combattre le virus. Le gouvernement appelle à plus d'engagement et à plus de ressources locales pour renforcer la riposte.
À partir du 1er janvier 2015, c'est elle qui présidera aux destinées de l'Organisation internationale de la francophonie, première personnalité non africaine à être désignée secrétaire général de l'OIF. Michael Jean a pris ce poste par un entre guillemets consensus. Vous avez suivi son portrait dans ce journal. L'Église catholique de la RDC a commémoré le 1er décembre le cinquantenaire de la mort de la bienheureuse Anorite Nengapeta en province orientale, sa province d'origine. Plusieurs activités ont été organisées. La première dame de la RDC y a pris part. Vous avez donc suivi le déroulement des activités avec notre envoyé spécial Suzy Ekibira Omari. On se retrouve juste après cette pause. L'actualité se poursuit donc dans ce 12-13 à propos de la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée le 1er décembre. Nous vous proposons à présent de suivre l'entretien qu'a eu Patrick Pézo dans son plateau d'hier avec le directeur général adjoint Afrique de l'Ouest et Centre de l'ONU SIDA, le docteur Léo Zering. Suivez. Sur ces plateaux, le directeur régional adjoint ONU SIDA Afrique de l'Ouest et du Centre, basé donc à Dakar au Sénégal. Bonsoir, docteur Léopold Zekeng. Bonsoir, merci de l'opportunité qui m'est offerte. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous d'abord, docteur, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des lieux de cette maladie, de ces virus en Afrique, dans la région que vous dirigez, et en RDC? Merci. Peut-être un mot pour situer les auditeurs par rapport à ce que nous faisons. Nous sommes bureau régional de l'ONU SIDA basé à Dakar et nous apportons un appui technique et toute une guidance aux 25 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et je me réjouis d'être à Kinshasa aujourd'hui pour la célébration de cette journée 2014 de lutte contre le sida. Si vous lisez le rapport que l'ONU SIDA a produit systématiquement chaque année à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, dans ce rapport on se rend compte qu'il y a des gros progrès qui ont été faits. On a notamment brisé la trajectoire ascendante dans le sida, avec une diminution de nouvelles infections d'à peu près 38% au niveau mondial, c'est beaucoup. Une diminution de nombre de décès liés au sida de près de 35%. Ça, c'est aussi un gros effort, une grande avancée. Et aujourd'hui, il y a à peu près 14 millions de personnes qui sont sous un traitement antirétroviral. Et on sait que le fait de donner ces traitements par les antirétroviraux vont forcément prolonger la vie des personnes vivant avec le... Ça, c'est global. Ça, c'est de façon globale. Alors, quand on regarde spécifiquement dans notre région, Afrique de l'Ouest et du Centre, où sur une population d'à peu près 450 millions de personnes, on a à peu près 6 200 000 adultes et enfants qui vivent avec le VIH. Donc, sur ces 6 200 000 adultes et enfants qui vivent avec le VIH, on a à peu près 25% d'adultes, dont un adulte vivant avec le VIH sur 4, dont 25%, qui ont accès à ces traitements par les antirétroviraux. Quand on regarde les enfants qui ont besoin d'antirétroviraux, il y a un enfant sur 10. Et quand on regarde les femmes enceintes dont séropositives qui ont besoin des services de prévention de la transmission mère-enfant, on a à peu près 40%. Donc ça, c'est la situation en Afrique de l'Ouest et du Centre, où les progrès ont été faits. Les nouvelles infections ont diminué de 37%, avec une huitaine de pays, à peu près 8 pays, Sénégal, Mali, Burkina, où ces nouvelles infections ont diminué de près de 50%, et où la mortalité, le nombre de décès liés au VIH ont diminué d'à peu près 17%. Et dans 3 pays, la Gambie, le Burkina et le Ghana, donc une diminution des décès d'à peu près 50%. Donc ça, c'est des progrès qui sont importants. Mais comme le thème de la campagne le dit, il faut combler les... Je dirais un mot par rapport à la manière dont la lutte est menée en République démocratique du Congo. Y a-t-il des progrès? En matière de
la réponse contre le VIH-Sida en République du Congo. Déjà, se féliciter ce matin que Monsieur le ministre de la Santé ait pris sur lui, en tant que sa qualité de deuxième vice-président du Comité national multisectoriel de lutte contre le sida, de venir présider au lancement de la journée. La République démocratique du Congo représente la 3e épidémie dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre, après le Nigeria et après le Cameroun. C'est non dire que c'est une région qui est importante pour nous au niveau du bureau régional. Des progrès ont été faits et si on s'en tient aux statistiques officielles, un peu moins de 30% d'adultes et enfants ont accès aux antirétroviraux et un peu plus de 30% de femmes séropositives ont bénéficié aussi des traitements par les antirétroviraux. Donc il y a visiblement des progrès qui ont été faits, mais quand on regarde non seulement en Afrique de l'Ouest et du Centre, non seulement en RDC, mais aussi de façon mondiale, il faut redoubler les efforts. Il faut redoubler les efforts, d'où le thème de la campagne, combler les écarts, où on se rend compte que malheureusement des progrès sont faits, mais il est important d'accélérer pour réduire l'écart, pour que, en matière de prévention, pour que les jeunes aient plus accès aux programmes de prévention. Justement, qu'est-ce que vous faites pour combler l'écart, comme vous le dites, quand on sait que, selon un rapport publié par votre organisation, 19 millions de personnes séropositives ne savent pas qu'elles ont la maladie du sida. Le rôle, les missions essentielles de l'ONU-SIDA, il y en a plusieurs. On a quand même une mission importante de faire un plaidoyer au niveau le plus élevé pour que les programmes de lutte contre le sida soit développé. Donc le fait déjà de faire ce plaidoyer-là est un élément important donc pour combler l'écart. Mettre à la disposition des pays l'appui technique pour développer des politiques, des programmes, mobiliser leurs ressources financières est aussi une façon importante pour combler l'écart. Pour preuve, vous parlez de la République démocratique du Congo, nous avons au NUSIDA, avec l'aide de tous les autres partenaires au développement, récemment apporté un appui technique qui a permis à la République démocratique du Congo de bénéficier d'une subvention du Fonds mondial, un peu plus de 300 millions, donc combler aussi combler les écarts au niveau financier. Ce que nous faisons aussi, avant d'arriver à votre question sur la sérologie du VIH, c'est de faire un plaidoyer, c'est d'apporter un appui technique pour qu'on réduise les écarts en matière de stigmatisation, en matière de discrimination, renforcer les capacités de la société civile, mobiliser tous les acteurs constituent des éléments importants dans le cadre de la réduction de cet écart. Le test de dépistage est une porte d'entrée essentielle. Si on veut s'assurer, si on veut arriver à mettre un plus grand nombre de personnes sous traitement, dans le cadre de l'initiative accélérée, on en parlera tout à l'heure, qui va aider en 2030 ou en 2020 et en 2040 à arriver à mettre fin au dépistage. Donc, comment vous allez y arriver pour mettre fin Peut-être avant d'y arriver, de façon spécifique sur le dépistage, vous dites qu'il y a 19 millions de personnes qui ne connaissent pas. Donc les appuis techniques dans le cadre de la promotion du dépistage. Le dépistage non seulement au niveau de l'école, mais aussi le dépistage au niveau des campagnes. On a un coparrain relativement important qui est le BIT, le Bureau international du travail, qui dans le cadre de le dépistage dans le milieu du travail a lancé ses appuis. Aider les pays à avoir des tests de dépistage à des prix relativement abordables. Ça aussi, c'est des efforts qui sont faits. Les aspects de formation, le renforcement des capacités au niveau de laboratoire sont des activités qui nous permettent de s'assurer que les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, et parce qu'on sait que si vous connaissez vos statuts sérologiques et si vous commencez le traitement précoce, vous avez non seulement les chances de vivre plus longtemps, mais vous avez aussi les chances de réduire le risque de transmission. Alors, venons-en à ce que vous dites dans le cadre de l'élimination de la transmission mère-enfant. Alors, éliminer le sida comme une épidémie ne veut pas dire qu'en 2030, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il n'y aura plus de personnes qui vivront avec le VIH-Sida. Éliminer le sida veut dire que dans les années 2030, le sida ne soit plus un problème de santé publique majeur, qui malheureusement emporte les vies des hommes qui sont en âge de production. Alors pour ce faire, c'est la promotion d'une stratégie des 3-80.